Bonjour à tous. Kiambote Kieno, Mbote Zeno, Makanani Mbote Zeno, Yenge Kino. Bonsoir, tout simplement. Merci d'être présent aujourd'hui au Campus Condorcet. Donc, je me présente Bruce Matesso, je suis historien spécialisé en histoire militaire de l'Afrique et sur Congo Diane-Totila, donc le Royaume Congo. Aujourd'hui, on fête un anniversaire, donc l'anniversaire de la bataille de Mbula, le 29 octobre 1665. Donc, c'est l'intitulé de cette conférence. Bataille de Mbula, du 29 octobre 1665, enjeu et analyse de la plus grande bataille d'Afrique centrale avant le 19e siècle. On va du coup, lors de cette conférence, dire qu'est-ce que c'est cette bataille, quels étaient les enjeux de cette bataille, qui étaient les belligérants et quelles en étaient les conséquences. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les principaux belligérants, c'est Congo Totila, donc ce qu'on appelle le Royaume Congo, d'un côté, et de l'autre côté, la colonie portugaise de Sao Paulo de Luanda, donc la colonie d'Angola, de l'autre. Donc, ils sont les deux protagonistes de cette bataille. Donc, qui se déroule au XVIIe siècle, donc durant l'époque moderne, avant ce qu'on appelle les révolutions du monde atlantique. Donc, ça veut dire avant la révolution anglaise, enfin, la révolution anglaise à peu près à ce moment-là, mais avant la révolution surtout américaine, haïtienne, française, etc. Donc, avant les mouvements révolutionnaires justement qui vont bouleverser le monde atlantique, il y a eu cette bataille de Mbula qui est justement un des éléments déclencheurs des révolutions dans le monde atlantique, mais pour ce qui est du côté de l'Afrique centrale, et ça, on verra tout à l'heure, tout au long de la conférence. Donc, le but de cette conférence, c'est de marquer la date, parce qu'un des soucis que nous avons pour l'histoire de l'Afrique de manière globale, c'est-à-dire qu'en dehors de l'histoire de l'Afrique contemporaine, donc on va dire la période coloniale et post-coloniale, on a du mal à marquer nos imaginaires, nos consciences collectives de dates, de commémoration, et ça participe à amenuiser nos consciences historiques. Et les consciences historiques, c'est celles qui nourrissent nos consciences politiques. Non pas juste dans une répétition du même, mais c'est vrai que le miroir du présent s'inscrit en partie dans le passé, notamment pour l'époque moderne, où se situe cette bataille-là. Pourquoi on appelle l'époque moderne? Donc, selon les dates, bien entendu, dans une vision européocentrée, mais de 1492 à 1453 jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes, parce que toutes les notions, majoritairement politiques, religieuses, les enjeux économiques du monde contemporain, les racines se trouvent bien évidemment dans cette époque-là. C'est pour ça qu'on l'appelle l'époque moderne. C'est là où la modernité que nous vivons actuelle naît. Et cette bataille-là, pour ce qui est de l'Afrique, et de l'Afrique centrale en particulier, elle est un des moments fondateurs de notre modernité, avec tous les travers que cela peut causer, mais aussi tous les espoirs que cela peut susciter en nous. Donc voilà, 300e anniversaire de la bataille de Mbula. Donc, premièrement, le nom. Bataille de Mbula, bataille d'Ambula, où j'ai mis aussi bataille de Mbula avec le W. Donc ça, ce sont différentes graphies. Alors, Ambula, ce n'est que la définition portugaise de Mbula. Mbula, c'est le nom d'une rivière, de la rivière, donc ça s'appelle Mbula. Et aussi Mbula, ça a aussi d'autres sens. Et c'est pour cela qu'on a nommé ensuite ces bataille d'Ambula, de Mbula. Plus grande bataille d'Afrique centrale avant le 19e siècle. À quel sens? C'est-à-dire par le nombre de combattants engagés. Donc, on est aux alentours, supérieur plus de la centaine de milliers de combattants. On verra qu'il y a divers chiffres qui sont dits notamment dans les sources principalement écrites, mais qui sont parfois des exagérations. Par exemple, on a le prêtre capucin Guattini qui est arrivé justement 2 ans après cette bataille-là, donc en 1667, qui lui va parler, je cite, de 900 000 morts, M-A-U-R-E-S, c'est une manière des fois de définir certaines populations africaines. Les Bakongo, les Bantous africains ne sont pas des morts, mais voilà, vous avez compris. 900 000, il est clair que c'est une exagération. Parce que s'il y avait vraiment eu 900 000 combattants du côté de l'armée Congo, le dénouement de la bataille n'aurait pas été celui que nous connaissons et que j'ai déroulé. Mais voilà, donc on a une bataille de chiffres, mais on sait par contre, avec quasiment certitude, qu'on a au-delà de la centaine de milliers de combattants mobilisés, du coup, du côté Congo d'Antotila, Royaume du Congo, et du côté colonie portugaise d'Angola. Donc, ce qui est énorme, c'est-à-dire que c'est vraiment
ce n'est pas une escarmouche, c'est vraiment une bataille à une échelle massive. Et c'est assez rare pour notifier de manière globale dans l'histoire de l'Afrique, où les batailles qui mobilisent de grands nombres de bataillons, ça se compte quand même sur les doigts des deux mains. Donc voilà pourquoi c'est un moment fondateur. Donc les enjeux, sur ce qu'on va revenir aujourd'hui. Premièrement, le contexte politique, je vais revenir dessus. Les enjeux stratégiques côté Congo et côté colonie portugaise d'Angola. La présentation des belligérants. Donc les belligérants, c'est celles et ceux qui font la guerre. Belligérant qui vient de bellum, bellum en latin, c'est la guerre. Le déroulé de la bataille en elle-même, puisque là on est aussi dans l'histoire militaire, donc c'est-à-dire qu'on va analyser concrètement comment s'est effectuée la bataille. Et puis enfin, les causes et les conséquences du déroulé de la bataille. Donc là, je n'ai pas spoilé, je n'ai pas dit la victoire, j'ai dit la défaite, j'ai dit déroulé de la bataille. Donc, d'abord, il faut situer les choses. Donc, le Royaume Congo, ou plutôt j'ai repris l'expression de Kin Totela Kia Congo. Alors j'explique cette expression. C'est un néologisme, c'est-à-dire c'est un mot nouveau. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver dans les récits traditionnels Congo, dans les devises des lignages, des villas, etc., vous n'allez pas retrouver l'expression Kin Totila Kia Congo. C'est une expression qui a été forgée par les lettrés Congo pour justement qualifier de la meilleure manière possible, le régime politique ce qu'on appelle le Royaume Congo. Okay, parce que Kin Totila Kia Congo, le Ntotela, c'est le souverain Congo. Donc, le Kin Totila, c'est un peu l'abstraction du pouvoir du souverain. Et Congo, ça désigne le territoire, le pays. Donc, le Kin Totila Congo, c'est vraiment le régime politique sur lequel s'exerce le pouvoir d'une Totila. Il s'exprime sur le territoire Congo. Donc, voilà pourquoi l'expression de Kin Totila Congo est aujourd'hui mise en avant par les historiens Congo. Parce qu'elle exprime de manière plus précise que simplement dire royaume. Parce que le Ntotila n'est pas tout à fait similaire à un roi européen médiéval ou de l'époque moderne. Combien même celui-ci a voulu calquer son pouvoir sur ces derniers. On verra. Donc voilà, vous voyez un peu où cela se situe, avec la capitale Banza Congo, qui se situe actuellement dans la province de Zaïre, en Angola. Donc voilà une carte personnelle que j'ai faite moi-même. Donc, Congo de Ntotila, Kin Totila Congo, Royaume Congo. Donc, j'ai mis les principales appellations. Donc, c'est une carte 16e, 17e siècle. Bien entendu, il y a eu plein d'évolutions, de transformations de territoires, etc. Donc, j'ai tenu à faire une carte quand même qui représente, on va dire, l'idéal type de ce qu'est Congo de Ntotila, donc le Royaume Congo. Donc, vous voyez la capitale, Banza Congo. Là, malheureusement, je n'ai pas mis la légende, mais grosso modo, lorsque vous avez les lettres capitales qui sont un peu écartées, c'est ce qu'on appelle les Kilansi, donc on va dire les provinces. Donc, habituellement, on dit souvent qu'il y en a 6 provinces dites centrales, donc Nsundim, Pangu, Mbata, Pemba, ou Pemba Kashi, Soyo et Mbamba. Mais vous voyez qu'en dehors de cette dite province, il y a plein de territoires qui font partie de Congo de Ntotila, en fait, parce que il y avait chaque parcelle du territoire avait un statut politique et souvent aussi sacré différent et particulier. Voilà, parce que la vision qu'avaient les Portugais du Royaume du Congo, ils le voyaient à travers surtout les centres de pouvoir politique, que sont les Mbanza. Les Mbanza qui sont les villes où réside le Mouiné, le gouverneur. Mais en dehors de cette vision, il faut surtout avoir une vision par le bas, par les lignages, les Mvila, parce que c'est par eux que s'exerce vraiment le pouvoir. Parce que le pouvoir ne s'exerce non pas sur le territoire, mais il s'exerce sur les populations humaines. Donc c'est une autre vision de la gestion de l'espace. Et par cette vision-là, on arrive vraiment à mieux appréhender du coup la réalité sociopolitique du Kin Totila Congo. Donc d'où cette myriade de territoires comme Luango, Kakongo, Ngoyo, Fungu, qui sont, on pourrait dire, des royautés, mais qui reconnaissent Banza Congo comme centre politique et sacré suprême. Donc le Ntotela, justement, si on prend même le mot Ntotila, qui vient donc du verbe Kutoota, qui veut dire rassembler les lignages. Tandis que le mot qui se rapproche le plus de simple roi, c'est Ntinu.
il peut y avoir plusieurs Ntinu, mais il n'y a qu'un seul Ntotela. Et ce Ntotela, il est à Banza Congo. Donc, voilà. Donc, la première partie. Donc là, comme je l'ai dit, on ne va pas faire un énorme topo sur le royaume du Congo. On va vraiment se focaliser sur la bataille de Mbila. Donc, la première partie, c'est la rivalité pour l'hégémonie régionale entre Congo et la colonie d'Angola, 1575-1665. Parce qu'en fait, il faut retenir que la bataille de Mbila, ce n'est que le point culminant d'une lutte qui est à distance diplomatique, politique et qui va devenir militaire entre Congo de Ntotila et la colonie portugaise de Sao Paulo de Luanda d'Angola, qui commence du coup à la fondation de Sao Paulo de Luanda par Paulo Dias de Novaes en 1575. Fondation qui fait suite à ce qu'on appelle l'invasion des dits Jaga, entre guillemets. Donc je dis Jaga parce que je cite les sources écrites. Qui en fait, plus qu'une invasion, c'est un mélange de révoltes internes au sein du royaume Congo, suite le point de départ à la conversion au catholicisme d'Afonso Ier Vemba Nzinga, qui va un peu être le point de départ de comment dirais-je, le questionnement de la légitimité d'une Totila. Du coup, il y a certaines parties qui vont être en rébellion contre le pouvoir central et ça va créer des troubles internes et qui vont du coup aboutir à la fondation de cette colonie de Luanda. Bon, on fera une autre conférence pour cela, malheureusement, parce que sinon, on pourrait prendre 4 heures. Donc, mais retenez qu'en tout cas, dès qu'il y a la fondation de Luanda, donc Sao Paulo de Luanda en 1575, c'est le début du coup d'une rivalité entre les deux pouvoirs. Donc là, je vous ai fait une petite frise, du coup, qui récapitule un peu les affrontements militaires directs entre le royaume du Congo. Donc, comme j'ai dit, donc, ça commence en 1568 avec l'invasion dite des Jaga. Hein, donc, invasion via le Kwango, donc la région du Kwango, et de la province de Banta, de Mbata, oui. En 1571, il y a une intervention militaire des Portugais contre ces Jagas en faveur de Congo. Bon, si on rentre vraiment comment dirais-je, dans les détails, il faut savoir que le Ntotela à l'époque, donc qui a été soutenu par les Portugais, n'était pas vu comme légitime aussi. Donc ça, on aura l'occasion de voir ça dans notre conférence malheureusement. Je suis désolé de devoir switcher assez vite. Mais en tout cas, Luanda, donc Sao Paulo de Luanda, je précise plutôt en 1575, parce qu'il faut faire la différence entre Sao Paulo de Luanda et Luanda qui existait en tant que localité Congo. Voilà, ça, il faut aussi faire la différence. C'est que les Portugais ont fondé Sao Paulo de Luanda, mais il y avait déjà une localité qui s'appelle Luanda qui existait à cet endroit-là, où notamment on tirait les Nzimbu. Les Nzimbu, c'est ce que j'ai là, qui sont les coquillages monnaie de Congo d'Antotila. À ne pas confondre avec les Coris, puisque ce sont les Portugais qui vont amener les Coris justement pour abaisser le cours monétaire des Nzimbu. Donc ensuite, 1589, une date importante parce que c'est le premier affrontement militaire direct entre les colons portugais et le royaume du Congo, parce que jusqu'alors, le royaume Congo d'Antotila, était trop puissant, entre guillemets, pour un affrontement direct, parce que les Portugais étaient en infériorité numérique. Et en plus, le royaume du Congo était considéré, comme la royauté était devenue catholique, en tout cas en surface, c'était plutôt considéré comme un partenaire, un allié, dans la mesure où les Portugais n'avaient pas la capacité de le dominer. Donc du coup, il y avait tout un jeu du chat et de la souris, mais on refusait l'affrontement direct. Sauf qu'à partir du moment où il y a eu la fondation de Luanda, donc de Sao Paulo de Luanda en 1575, donc du coup, une colonisation effective, dès lors, les Portugais n'ont plus besoin, entre guillemets, de se faire bien voir au sein du royaume Congo, puisqu'ils ont un territoire qui est en train de grignoter, notamment sur le royaume du Dongo. Et en 1589, on a le premier, du coup, soutien du roi Alvarez II, Nimi Mpanzu, qui va soutenir militairement le Ngola. Donc le Ngola, c'est le souverain de Dongo. Donc c'est ce qui va donner le nom de pays d'Angola. Angola, qui vient de Ngola, le souverain de Dongo, et qui va recevoir le soutien, justement, de Alvarez II Nimi Mpanzu. Donc c'est le premier affrontement militaire direct.
Ensuite, il y a le deuxième qui est assez important, donc c'est en 1622, avec la bataille de Bubi et de Badankaji, où c'est un gouverneur de Luanda qui va le premier faire une offensive vers le sud de la province de Mbamba, donc du Royaume Congo, et ce sera une bataille qui sera gagnée par le Congo. L'alliance entre 1641 et 1648 entre les Hollandais qui vont occuper Luanda pendant 7 ans et qui vont s'allier avec la reine du Dongo et de Matamba, qui est en vérité une reine en guérilla, donc Anna Jinga, et Garcia II Kangalukeni. Donc les Hollandais, Anna Jinga et Kangalukeni vont s'allier contre les Portugais pendant 7 ans. Sauf que quand les Hollandais vont partir, parce qu'ils vont être défaits par les Portugais, Kangalukeni se retrouve obligé de faire la paix envers les Portugais, et les Portugais vont essayer de lui imposer du coup une paix, comment dirais-je, désavantageuse, c'est-à-dire qu'ils vont réclamer de lui l'accès aux mines et aussi de construire des forts sur son territoire. Et c'est là le début du casus belli complet. Donc voilà, je suis désolé d'aller un peu vite. Donc voilà, quand on va présenter un peu les belligérants, donc la colonie portugaise d'Angola, donc Sao Paulo de Luanda, donc étape d'une conquête coloniale. Donc de base, Luanda, le mot Luanda, donc c'est une zone appartenant à Congo-Totila, donc au royaume Congo, pour faire vite. Bien que c'est frontalier avec le royaume de Dongo, qui est lui gouverné par l'Angola. Mais de toute manière, l'Angola paye un tribut aussi à Banza Congo. Donc on va dire que ça fait quand même, que ce soit Luanda au sens strict du terme, qui appartient à Congo-Totila, ou Dongo, qui est lié à Banza Congo, on est dans le territoire du Kin-Totila Kakongo, de manière globale. Ça, c'est Luanda. Paulo Dias de Novaes, okay, donc qui est petit-fils de Bartolomeu de Novaes, oui, il fonde Sao Paulo de Luanda, okay, après les péripéties liées à l'invasion des Jaga. Et à partir de ce moment-là, les Portugais, du coup, vont commencer à grignoter le territoire de Dongo. Pourquoi ? Parce que Dongo n'a pas la masse critique suffisante pour résister, en fait, aux Portugais, sur le plan militaire, je veux dire, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que Dongo va peu à peu subir, comment dirais-je, la conquête coloniale portugaise. Donc, sachant que Dongo est peuplé par les Mbundu. Okay, donc, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est le cœur de l'État angolais colonial et même post-colonial. Donc la zone de Luanda, parce que c'est là que la conquête coloniale a commencé et c'est là que Dongo même s'est très vite retrouvé grignoté de toutes parts vis-à-vis de la colonie portugaise d'Angola. Donc ça, c'est ensuite les affrontements armés entre Congo et Luanda, donc on avance un petit peu. Donc les deux premiers, j'en ai parlé, mais ensuite, il y en a deux qui sont assez notables. Donc c'est la bataille de Nambo-Angongo, qui est une zone aujourd'hui actuellement en Angola, dans la province de Bengo, en 1642. Donc c'est quand les Hollandais sont présents. Et la bataille de Kombi aussi, 1647, c'est quand les Hollandais sont présents. Et c'est deux victoires des alliances, donc Jinga, Kangalukeni, hollandais, contre les Portugais. Alors pourquoi je les mets là ? Parce que c'est très important, parce que ça va opérer une bascule parmi les élites, surtout coloniales de Luanda, portugaise, dans le sens où Congo-Totila va vraiment être identifié comme un ennemi à abattre, alors qu'auparavant, c'était un ennemi à ménager parce que dans l'équilibre aussi bien régional qu'en Europe, où le Portugal pouvait se targuer d'avoir cristallisé un royaume africain et donc du coup avoir une certaine pardonnez-moi l'anachronisme, un certain soft power vis-à-vis d'autres monarchies catholiques qui étaient plus puissantes, à savoir déjà l'Espagne et surtout la France. Donc voilà, il y avait tout cela, tous ces équilibres-là qui participaient du coup à éviter l'affrontement total avec Congo-Totila. Donc les enjeux stratégiques de la bataille de Mbula du 29 octobre 1665. Alors voilà, vassaliser ou influencer Congo, l'enjeu géopolitique pour la colonie portugaise d'Angola dans la moyenne durée. Donc ce que j'appelle la moyenne durée, c'est-à-dire c'est pas le temps d'un gouverneur ou le temps d'un roi, c'est vraiment plusieurs rois ou plusieurs gouverneurs qui se succèdent.
donc plusieurs décennies qui se succèdent. C'est vraiment la stratégie à moyen, long terme. Euh, parce que la constitution d'une colonie, ça se fait toujours à moyen long terme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'une colonie ou même de n'importe quelle conquête. On ne voit pas les choses juste le temps du gouverneur colonial qui est en fonction. Il y a une projection vers l'avenir par rapport à la métropole ou par rapport à la colonie elle-même. Donc c'est en cela qu'il faut comprendre quel était le projet de base de la colonie portugaise de Luanda vis-à-vis du Congo. Premièrement, garantir la sécurité du territoire de la colonie portugaise d'Angola, pendant africain de la colonie portugaise de Brésil. Pourquoi? Une fois que les Portugais sont installés à Sao Paulo de Luanda, bien évidemment, son destin économique et stratégique est intimement lié au Brésil. Notamment que les comptoirs portugais en Asie, au XVIIe siècle, sont de plus en plus concurrencés par les Français et les Britanniques. C'est-à-dire que le marché asiatique commence un peu à échapper aux Portugais. Alors que c'était les marchés pratiquement les plus juteux pour les Portugais, parce que c'était les Espagnols qui avaient les terres suite au traité de Tordesillas de 1494. C'était les Espagnols qui avaient les terres minières les plus riches. Je pense à la mine d'argent de Potosí, par exemple en Colombie, l'or des Aztèques, etc. Ça, c'est plus la monarchie espagnole qui en a profité. Les Portugais, là où ils ont le plus profité, c'est les comptes, par exemple à Goa, en Inde, etc. Voilà, c'est ce commerce-là. Donc du coup, une fois qu'il y a le Brésil, et ben là, l'Angola prend une importance majeure, que ce soit principalement pour la traite esclavagiste transatlantique. Mais quand je dis esclavagiste transatlantique, c'est la traite au sens global. C'est-à-dire, c'est pas juste la traite des esclaves, c'est aussi ce que les esclaves vont produire. Et ça participe d'une économie monde auquel les Portugais sont intégrés. Et donc, du coup, à ce moment-là, Luanda, ça prend une importance au-delà juste de l'aspect territorial. Voilà. Et du coup, il faut sécuriser ça. Donc, pour sécuriser ça, il faut que la principale puissance étatique africaine ne soit pas une menace. Et la principale puissance étatique africaine de la région, c'est Congo Diantotila, donc ce qu'on appelle le Royaume Congo. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1. Deuxième enjeu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le rayonnement diplomatique et politique européen pour la couronne du Portugal en Europe face aux autres monarchies catholiques européennes. En Europe, donc les monarchies catholiques, à savoir la monarchie catholique les plus puissantes, c'est la monarchie espagnole et puis la monarchie française. La monarchie portugaise, sachant qu'en 1580, il y a une fusion des deux couronnes. Donc la couronne portugaise et la couronne espagnole sont confondus, même si les deux gardent leurs empires coloniaux. Mais néanmoins, le royaume du Portugal essaie de maintenir sa survie politique pour ne pas se faire piller tous ses réseaux commerciaux, politiques, etc. Et le cas du Royaume Congo, il permet de rayonner vraiment, notamment face au Vatican, en disant que voilà, il y a un royaume africain, c'est grâce à nous qu'il est catholique, etc. Donc ça permet au Royaume du Portugal de pondérer sa perte de vitesse vis-à-vis de l'Espagne, mais surtout vis-à-vis de la France, vis-à-vis du Vatican, etc. Donc du coup, l'enjeu du Congo et l'enjeu de la colonie d'Angola, c'est ce qu'on appelle du coup des enjeux vitaux pour un État. C'est-à-dire c'est des enjeux pour lesquels l'État engage, limite toutes ses ressources vitales, parce que s'il perd ces enjeux-là, l'État peut s'effondrer ou disparaître. Les seuls enjeux qui étaient plus importants, fondamentaux, c'était le Brésil, tout simplement. Ensuite, les enjeux économiques. Bien entendu, la traite esclavagiste qui avait débuté donc, dès le XVe siècle et la prospection minière. Donc, les réseaux esclavagistes avec le Brésil, qui était l'un des principaux, pour les Portugais, l'un des principaux débouchés de la déportation des populations en esclavage. Et notamment qu'on a une élite militaire coloniale esclavagiste, luso-brésilienne. Je m'explique. Lorsque le Brésil a été conquis par les Hollandais ont attaqué le Brésil, donc les Hollandais des Provinces-Unies, ils ont attaqué le Brésil dès les années 1620, 1630.
Et ensuite, ils ont attaqué le Rwanda en 1641. Tout ceci s'inscrit dans le contexte d'une guerre qu'on appelle en Europe la guerre de 30 ans, qui, pour faire simple, a opposé, ça se déroulait beaucoup dans le Saint-Empire romain germanique, et ça opposait entre autres les princes catholiques aux princes protestants. Donc c'était à la fois une guerre politique, à la fois c'est l'aboutissement des guerres de religion. Dans ce cadre-là, les Provinces-Unies, qui sont des protestants, mais qui dépendent du Saint-Empire romain germanique, et donc qui dépendent du coup de la couronne d'Espagne et du Portugal, ils ont fait un plan. Le plan, c'était que pour empêcher, comment dirais-je, le Saint-Empire romain germanique et tous ses affiliés, donc à savoir l'Espagne, les Espagnols et les Portugais, de pouvoir mener la guerre, eh ben, il faut couper le nerf de la guerre, c'est l'argent. Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent? C'est les empires coloniaux. Donc il faut attaquer les empires coloniaux. Et les Provinces-Unies, étant donné qu'ils avaient à ce moment-là la meilleure marine européenne du monde, avant qu'ils soient dépassés les Britanniques, et eux-mêmes avaient dépassé les Portugais, ils vont du coup s'attaquer via leurs deux compagnies. Donc la compagnie des Indes orientales, ça c'est l'Asie. C'est ce qui a expliqué la présence hollandaise en Asie. Et vous avez la compagnie des Indes occidentales pour le Brésil et l'Afrique. D'où l'offensive hollandaise. Et cette offensive hollandaise va prendre. Mais les Portugais du coup brésiliens, ne vont pas se laisser faire. Et en fait, il y a toute une guérilla qui va être menée par ce qu'on appelle les luso-brésiliens, donc les Portugais brésiliens, qui ont aussi des intérêts esclavagistes dans le sens où ils ont des plantations, etc. Et c'est eux qui vont mener la guérilla contre les Hollandais et qui vont les chasser du Brésil. Et ces mêmes Brésiliens portugais vont venir en Angola et chasser les Hollandais d'Angola, de la colonie portugaise d'Angola. Donc, et ils vont être les premiers gouverneurs de Luanda à partir post-occupation hollandaise, donc après 1648. Donc, c'est-à-dire que vous avez le premier d'entre eux, je pense que je le montre bien après, mais je vous dirais Salvador Correa Dessa. Donc, c'est un Brésilien portugais. On a José Fernandez de Vieira et André Vidal de Negreiros, qui est celui qui va faire la bataille de Mbula. Et tous ont des plantations, tous ont un intérêt même économique à faire des guerres, puisque vous savez que les prisonniers pris sur le champ de bataille sont immédiatement mis en esclavage et déportés en esclavage. Donc, c'est-à-dire que là, on a une collusion aussi entre élite coloniale angolaise et élite coloniale brésilienne, qui sont parfois les mêmes personnes, incarnées par les mêmes personnes. Donc, c'est des personnes qui jouent sur deux tableaux. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le monde atlantique. Et cette collusion-là est aussi très importante parce que c'est ce qui permet la mobilisation économique et militaire nécessaire à une guerre de grande envergure. Parce qu'une chose qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on parle de conflits dans un contexte colonial, c'est que les forces coloniales sont en écrasante infériorité numérique. C'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin de mercenaires, de ramener des renforts, etc. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et le deuxième enjeu économique, c'est les mines. Okay, les mines d'or et de cuivre. On le verra aussi plus en détail tout à l'heure. Mais depuis le début, j'ai envie de te dire, parce que depuis le règne même d'Alfonso Ier Vembanzinga, donc 1509-1543, il y a eu un intérêt pour les mines, donc les mines de fer, les mines de cuivre, les mines d'or et d'argent du royaume du Congo, donc de Congo Ntotila. Et les différentes Totila ont toujours refusé la prospection minière, okay, parce que ça fait partie l'un des devoirs d'une Totila, c'est de sauvegarder les richesses, notamment en hommes et les richesses minières. Et les Portugais ont toujours lorgné sur ces richesses minières, vu qu'ils exploitent aussi les richesses minières en Amérique du Sud. Les Portugais et les Espagnols, donc on va dire les Ibériques. Donc dès lors, il était pour eux légitime de pouvoir exploiter ces mines-là. Et c'est-à-dire que même lorsqu'ils ont fait la paix avec Kangaloo-Kenny, une fois qu'ils ont chassé les Hollandais, dans les différents traités, il y avait toujours la volonté que ces mines-là soient, comment dirais-je, soit données, soit partagées entre les Portugais et les Congos. Donc ça fait partie
du coup des enjeux économiques de la volonté de vassaliser Congo. Donc voilà, j'ai mis cette revue-là parce que dans cette revue-là, il y a un article qui a écrit par un Brésilien, donc Leandro Nascimento de Souza, qui a vraiment étudié cette partie des enjeux économiques de la bataille de Mbula, comment le Conseil d'outre-mer, on va dire, donc le Conseil d'outre-mer, c'est en gros le Conseil colonial du Royaume du Portugal, a planifié la guerre contre le Congo pour les mines. Donc, je vous conseille du coup de vous procurer cette revue. L'article est dedans et c'est très bien détaillé par un historien du coup brésilien. Alors, côté Congo, quels sont les enjeux? Sauvegarder la souveraineté de Congo. Donc, souveraineté territoriale, dans un premier temps, puisque cette souveraineté territoriale a été amputée par la création de la colonie portugaise d'Angola, puisque Luanda de base, c'est une terre Congo. Souveraineté sur les ressources minières, puisque les colons portugais lorgnent sur ces ressources minières. Et arrêter les effets de la traite esclavagiste transatlantique sur les ressortissants du Kin-Totila Congo, donc du Royaume de Congo. Là, je m'arrête un peu, parce que il faut savoir que même sous Afonso Ier Vembanzinga, qui est le Ntotila qui était le plus, comment dirais-je, ami tout simplement avec le Portugal, il était strictement interdit, et ça c'est une constante dans l'histoire de il était strictement interdit de déporter en esclaves des ressortissants de Congo d'Antotila. C'est aussi pour cette raison-là que le nom même de Congo dans les communautés, surtout au Brésil, pourquoi les quilombos se sont cristallisés sur ça? Parce que c'était un mot qui était synonyme de justice, d'émancipation, de dignité, parce que en tant que ressortissant de Congo d'Antotila, normalement, tu ne peux pas être déporté en esclavage via la traite transatlantique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais lorsque ça s'est fait, il faut savoir que les gens qui se sont donnés étaient considérés du coup comme des criminels. Et ça, c'est quelque chose qui est à dire. Donc, Congo d'Antotila n'est pas un État esclavagiste tant que l'État était fort. Voilà. Une fois que l'État s'effondre, là, c'est autre chose. Et on a donc du coup Alfonso Ier Vembanzinga qui a bien entendu protesté, hein, c'est assez connu, donc des lettres où il proteste contre, dès 1526, la déportation en esclavage de ses sujets ou de ses concitoyens. Et Kanga Lukini lui-même va faire racheter en fait comment dirais-je, des esclaves en fait qui avaient été déportés au Brésil, et il a organisé le rachat et le rapatriement de ces gens-là dès lors qu'ils étaient des ressortissants de Congo d'Antotila. Or, avec comment dirais-je, l'arrivée d'une élite luso-brésilienne esclavagiste, il n'y a plus de contrôle possible sur la traite parce qu'ils ont intérêt tout simplement à maximiser les déportations d'esclavage, maximiser les conflits parce que ça maximise leur profit personnel, parce que ce sont tous des plantationnaires. Les gouverneurs de Luanda post-1648 et juste avant la bataille de Mbula, puisque ce sont tous des Brésiliens, en fait. Donc voilà, les prémices de l'affrontement, 1649-1661. Donc premièrement, le traité, je vous avais dit, donc le traité de paix. Donc on a eu une série de traités, mais on a deux. Donc 1649 et 1651. Donc c'est la paix qui avait été signée, vu que les Hollandais ont été battus, tout simplement militairement parlant, et que ce soit ni la reine Anna Jinga, ni à ce moment-là Kanga Lukini, donc le roi du Congo, ne pouvaient tenir militairement contre les Portugais / brésiliens. Donc il y a eu la paix. Donc voilà, là je retrace le conflit. Donc alliance entre Garcia de Kongakuni, Anna Jinga et contre les Portugais. Donc les traités de paix en 49 et 51 réclament les mines et la construction d'un fort pour contrôler territorialement le sud du territoire Congo. Parce que les forts, que ça soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, au-delà de juste être un acheminement, par exemple, des esclaves, etc., c'est fait pour contrôler le territoire, tout simplement. C'est une fortification. Donc, il faut le voir vraiment dans un sens militaire du terme. Ça permet de contrôler le territoire. Donc, du coup, lorsque les Portugais voulaient construire un fort au sud du Royaume du Congo, c'est tout simplement pour préparer l'annexion. Voilà.
Sachant que dans le traité, le roi du Congo devait même financer la construction de ce fort-là. Donc en gros, financer les moyens de sa vassalisation. Donc bien entendu, il a refusé. Parce que on est dans un jeu diplomatique où on peut signer la paix, mais le plus important, c'est de ne pas aliéner les ressources qui vont permettre de continuer la lutte, etc. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'abdication totale de sa souveraineté, tout simplement. D'où la négociation de 2 ans entre 1649 et 1651. Donc voilà. Donc on passe rapidement d'une lutte diplomatique à une subversion armée, la déstabilisation de Luanda sur Congo. Donc Luanda, Sao Paulo de Luanda. Donc en 1651, donc, le refus de Garcia II Kangalukini de donner l'accès aux mines, donc dans le traité. Donc ça, c'est acté. Donc dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Sao Paulo de Luanda va essayer de s'allier à les dynasties Congo qui veulent le pouvoir et qui sont contre Garcia II Kangalukini, tout simplement. Parce que là, je fais l'impasse sur énormément de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'unité sociale et politique à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des rivaux qui sont prêts à s'allier à Luanda pour chasser Kangalukini et inversement. C'est ce qui facilite, bien entendu, l'invasion ou la conquête d'étrangers. Donc, 1655, décision de mener des actions hostiles contre Garcia II Kangalukini. Donc, c'est-à-dire que là, en 1655, parce qu'on a trouvé ça dans les archives, on le voit, c'est que le Conseil d'outre-mer prend acte que désormais, il faut mener des actions hostiles, armées, contre le roi du Congo. Et il y a plusieurs complots, donc j'ai mis l'un des principaux complots. En 1657, donc il y a un complot entre la maison royale dite de Nsunji et Luanda. Donc ça, on aura l'occasion, je pense, dans une autre conférence, parce que on va pas épiloguer ici sur les différentes maisons royales Congo qui s'affrontent, mais pour faire simple, la maison royale dite de Nsunji, c'est celle qui va donner plus tard la maison royale dite de Kimpanzu. Sachant que cette maison royale donc de Kimpanzu, elle précède la maison royale dite Kinlaza, qui est celle du roi Garcia II Kangalukini. Donc en gros, il a pris leur place. Donc dès lors, ils sont pas contents, ils veulent la reprendre. Donc certains membres de cette maison s'allient en fait aux Portugais de Luanda pour chasser Kangalukini. Voilà. Ce complot-là, il est déjoué et par Kangalukini. Donc, mais vous voyez qu'il y a une tentative de déstabilisation de l'intérieur. Donc ensuite, l'autre enjeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le poids des gouverneurs brésiliens de Luanda, parce que ce sont des vétérans de guerre, déjà, ce sont des militaires, donc des vétérans de la guerre de reconquête portugaise du Brésil, dans les années 1640, qui ont des intérêts économiques dans l'exploitation au Brésil, et qui mènent une politique belliciste, donc belliciste pro-guerre, on va dire, contre les policiers africaines, donc les sociétés africaines, qu'elles soient étatiques ou non, parce que ça leur rapporte économiquement. Plus de guerre, plus d'esclaves. Donc ils ont tout intérêt à non seulement élargir territorialement la colonie portugaise de Sao Paulo de Luanda, mais aussi à faire des guerres pour amener plus de captifs et doper leur activité économique esclavagiste. Donc ce qui provoque aussi cette montée des tensions. Donc voilà, comme promis, donc, ça on voit pas trop bien, bon c'est dommage. Donc comme promis, le gouverneur, donc Salvador Correa Dessa, donc c'est lui qui organise la reconquête de Luanda. C'est lui. Donc il est brésilien, donc 1602, 1688. Vous avez vu que tous ces gens-là, ils ont vécu longtemps, quand même. En plus pour l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment vécu dans des bonnes conditions. Donc Salvador Correa Dessa. Un autre gouverneur brésilien dans les années... Enfin brésilien. Oui, il est brésilien, mais gouverneur de Luanda. Donc lui, c'est João Fernandes Vieira, 1610-1680, dans les années 1650. Pareil, vétéran de la guerre au Brésil contre les Hollandais. Et enfin, André Vidal de Negreiros. Alors, lui, c'est sous son pouvoir. En fait, c'est lui qui va concrètement décider de la bataille de Mbula, en fait. Donc, c'est lui qui va décider de mener la guerre contre le royaume du Congo. Et il faut savoir que, oui, c'est comme tous les autres, il a une plantation d'esclaves dans la région de Pernambuco. Donc, Pernambuco, pas comme Gino Pernambucano, mais presque. Donc, c'est au Brésil. Et il fait partie du panthéon brésilien. Donc, des 100 personnes qui ont fait le Brésil moderne, officiellement. Comme quoi,
Les héros des uns sont les bourreaux des autres. Donc sur ça, donc, du coup, je vous conseille ce livre pour celles et ceux qui lisent le portugais, parce que c'est issu d'une thèse du même historien brésilien qui a écrit dans la revue Congo Culture, où justement lui, il a étudié en fait la vie de ces gouverneurs-là en fait, qui viennent du Brésil, mais qui sont venus ensuite à Luanda. Et donc je vous laisse prendre le titre de ce livre-là. Donc toujours Leandro Nascimento de Souza. Voilà, j'ai mis aussi ce livre-là, qui est le mien, parce que j'ai traité de tout ce que je viens de vous dire, je l'ai traité dans ce livre-là, donc le Royaume Congo sous Vita Kanga. De toute façon, j'ai un exemplaire que je pourrais faire circuler tout à l'heure. Les sources des tensions. Les tensions qui vont donner lieu à la bataille indirectement. Donc là, ça se passe du coup sous le règne de Vita Kanga, qui a régné donc 4 ans. Donc c'est le fils de Kanga Lukeni. Donc il ne s'agit pas ici de retracer la biographie de Vita Kanga, parce que là on suit la bataille, on ne suit pas la personne. Mais on ne peut pas parler de la bataille sans le mentionner. Donc là, je vais être un peu rapide, parce que ce n'est pas le thème principal d'aujourd'hui. Donc, son parcours, donc, je l'ai qualifié un parcours stratégique volontariste, dans le sens où il a toujours fait preuve d'action qu'on pourrait dire énergique. Premièrement, il est assez jeune, parce qu'il est né aux alentours de 1636. Donc, le premier poste qu'il a en tant que fils de roi, c'est Mwene Mpangu. Donc, Mwene Mpangu, c'est le gouverneur de la province de Mpangu. Donc, la province de Mpangu, c'est là où sont actuellement, dans le Congo central, donc au RDC, les Bantandu, les Balemfu. Donc, Kilemfu, Banzangungu. Voilà. Aux alentours de Mbanzangungu, actuellement RDC. Donc, c'est là qu'est la province de Mpangu. Donc, une petite province, mais avec de forts intérêts économiques à l'intérieur du Royaume Congo. Donc, il devient Mwene Mpangu en 1753. Donc, il a déjà une action militaire alors qu'il est assez jeune. Donc, c'est une campagne militaire contre des insurgés, donc des rebelles, à Nsemvo, province de Nsunji. Donc, Nsemvo, c'est actuel Congo central en RDC, en 1657. Alors, ces insurgés, qui c'était? Donc, des rebelles, un mélange de rebelles et de criminels. Parce qu'il faut savoir que c'est un phénomène que l'on observe aujourd'hui. Toute zone qui connaît un conflit armé de longue durée, eh bien, ça crée une hausse de la criminalité, de bandes armées, etc. Et à ce moment-là, il faut savoir que la traite esclavagiste est considérée et est une activité criminelle. Donc, il a mené du coup une campagne militaire contre des bandes armées qui s'adonnaient en fait à la traite. Et pas qu'à la traite, qui aussi qui faisait des péages. On pourrait dire que c'est les coupeurs de route, quoi. Voilà. Alors, sa prise de pouvoir aussi est assez marquante, puisqu'il prend le pouvoir en 1661 en éliminant son frère aîné à la demande de son père. J'explique pour faire simple. Donc son père, Garcia II Kanga Lukeni, il menait dans les années 1640, quand il venait prendre le pouvoir, son père, il menait la guerre contre un gouverneur qui était l'un des plus puissants, donc le Mone Soyo. Le Mone Soyo, durant la guerre, capture son fils, Alfonso, là, donc le frère aîné de Vita Kanga. Ce sont les Capucins qui vont libérer Alfonso. Donc du coup, Alfonso, dès lors, il devient un catholique zélé et il est très redevable aux Capucins. Or, Garcia II Kanga Lukeni, plus son règne avance, plus il est, comment dirais-je, critique. Oui, il est plus que critique envers le christianisme, c'est-à-dire qu'il garde le catholicisme comme religion par raison d'État, mais il est dans la région traditionnelle du Congo, on va dire, il est dans Nzila Congo, voilà, appelez ça comme vous voulez, Nzila Congo, Congo, selon les appellations de l'époque et pas de maintenant. Donc on va dire, il est dans Nzila Congo. Mais Alfonso, son fils aîné, lui, il est catholique. Et Garcia de Kanga Lukeni commence de plus en plus à se méfier, parce que les catholiques aussi, lorsqu'ils remarquent que Kanga Lukeni n'est plus le fervent catholique comme il pensait, ils pensent à mettre son fils aîné à sa place. Et donc à tuer Kanga Lukeni pour mettre en place son fils aîné, parce qu'ils se disent, si on a un roi qui est catholique, il va forcément être pro-portugais.
Donc, du coup, Kanga Lokini commence à se méfier de son fils, Afonso, son fils aîné. Et à côté de lui, il a son fils plus jeune, Antonio Ier Vita Kanga, qui lui est comme son père, donc très critique avec le christianisme, plutôt Donzila Congo. Or, à ce moment-là, Kanga Lokini tombe malade. On soupçonne qu'il a empoisonné. Et lui, du coup, il soupçonne son fils, parce qu'il y a eu plein d'empoisonnements. Et donc, Kanga Lokini demande à Vita Kanga de tuer son frère. Donc, Vita Kanga tue son frère. Et lorsque Kanga Lokini meurt, Vita Kanga, du coup, monte sur le trône. Quand il monte sur le trône, il est consacré, parce que tous les là sont consacrés et élus. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est quand même une prise de pouvoir qui est quand même marquante. Parce que le détail qu'on a, c'est que son frère, il l'a tué. On a retrouvé son corps nu, balafré dans Banza Congo. Voilà. Donc, il a été tué comme un criminel, comme un sorcier, tout simplement. Voilà. Et tout comme son père, Vita Kanga, du coup, il refuse de céder les mines et les territoires. On a des lettres aussi de sa part, etc. Voilà. Donc, du coup, on a un tempérament aussi qui est prompt au conflit. Et ça joue. Mais l'autre enjeu, c'est ce que j'ai appelé les territoires tampons au cœur des enjeux territoriaux entre Congo et la colonie d'Angola. Donc, il y a 2 territoires comme ça, donc l'Endembos, et ensuite, il y a le cas de Anajinga. Alors, pourquoi les territoires tampons? Parce que, bon, c'est dommage que je ne peux pas revenir jusqu'à la carte, mais il y a une carte qui arrive là tout à l'heure pour vous montrer. Entre la colonie portugaise d'Angola, ok, donc Luanda actuel. Ensuite, le royaume de Dongo, qui est l'intérieur des terres, qui existe sans exister, parce que Anajinga, elle est en pleine guérilla en réalité contre son cousin, Felipe Ngola Hari, qui est lui reconnu par les Portugais, donc du coup, elle ne maîtrise pas totalement le territoire. Et quand vous montez le royaume du Congo, donc en fait, il y a une série de territoires, on ne sait pas qui gouverne qui. C'est-à-dire que ça se fait chef par chef. C'est-à-dire qu'il y a des chefs qui vont prêter allégeance à Luanda, d'autres qui vont prêter allégeance à Banza Congo. Et en plus, ça dépend aussi, parce qu'on est dans ce qu'on appelle une frontière linguistique, c'est-à-dire que la langue change. Donc, c'est-à-dire qu'on passe dans ce territoire-là du Kimbundu au Kikongo. Ou alors, le Kikongo devient majoritaire, le Kimbundu ne disparaît pas, mais voilà. C'est ce qu'on appelle du coup des territoires tampons. Alors, auparavant, lorsqu'il n'y avait pas les Portugais, ça ne posait pas de problème, parce que de tout le cas, Banza Congo restait le point de référence de tout le monde. Mais dès lors qu'il y a eu Sao Paulo de Luanda, bah, du coup, là, c'est Luanda, le pouvoir colonial, qui devient la référence. Donc, du coup, les chefs ne peuvent plus avoir une double allégeance ou une triple allégeance. Tout le monde va se prononcer sur vous êtes du côté de qui. Et ces territoires-là tampons, du coup, ça devient un enjeu. Donc, on a 2 territoires aussi qui sont pas tampons, mais cette fois plutôt bascule. Alors, je reviens plutôt pour les territoires tampons dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, les Dembos, donc c'est la région notamment de Nambu-Ngongo, actuellement en Angola, donc province de Bengo. Donc, ça fait partie du royaume Congo. Mais le sud de cette partie-là est plutôt sous influence de base du royaume de Dongo, qui n'existe presque plus parce qu'il a été totalement grignoté par la colonie portugaise de Luanda. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux. Donc, ces territoires-là sont disputés. Et enfin, on a aussi le cadre de Anajinga Mbandi, trouble fait à la frontière de Congo, parce qu'Anajinga Mbandi, la manière dont elle a mené sa guérilla, elle a créé des sanctuaires. Sanctuaires au sens militaire du terme, c'est-à-dire des territoires qu'elle maîtrise, au sein même de territoires ennemis ou de territoires qui ne lui appartiennent pas de base. Dans le sens, c'est pas Dongo. Elle a fait ça même en zone Congo. Ce qui fait qu'elle trouble un peu les cartes. Donc, tant qu'elle est là, parce que c'est une formidable politique et guerrière, ça tient. Mais sauf que c'est un équilibre précaire. Or, elle meurt dans les débuts des années 1660. Donc, quand elle meurt, elle ne laisse pas de successeur. C'est sa sœur qui lui succède, mais sa sœur aussi, elle est vieille aussi. Donc, c'est pas une solution pérenne. Donc, les territoires qu'elle maîtrisait, eh ben, c'est comme si les cartes sont rebattues. Et elles sont rebattues entre qui? Congo et Luanda. Donc là, les territoires basculent. Donc, on a on peut appeler ça donc des Bimbuku, donc Kimbuku, donc des districts du Royaume Congo. C'est pas des provinces, parce que c'est pas assez grand pour des provinces. C'est des districts. Donc, c'est le Wandu et Mbuila, puisque Mbuila, c'est un district aussi. Territoire bascule de l'hégémonie géopolitique en Afrique centrale occidentale. Pourquoi?
probablement, c'est la porte d'entrée vers la route commerciale du Kwango du Kwilu, donc actuel Bandundu, en RDC, donc plus dans l'intérieur des terres. Donc plus vers les marchés intérieurs, plus vers aussi les mines. Donc les mines du Bandundu, voire, là j'abuse, hein, j'extrapole, voire les mines du Sankuru, Kasai, etc. Mais ça arrive loin, c'est quand même à plus de 1000 km, faut pas abuser. Ça arrivait, mais pas directement. Mais en tout cas, c'est la porte d'entrée en fait pour les marchés d'intérieur. Donc c'est stratégique, ouais, bien évidemment. Du coup, pour la présence des mines, comme je dis, cuprifères et ferrugineuses. Mais les deux territoires là, donc cuprifère, c'est le cuivre, ferrugineuse, c'est le fer. Mais Wandu et Bula, ça fait vraiment partie, par contre, du Royaume Congo. Il y a aucune contestation possible, etc. Mais Anajinga, dans les années 1650, à un moment, a fait une offensive, elle prend ces territoires. Alors que ces territoires étaient à Kangalukeni, ok, au Royaume du Congo. Mais comme ce sont des anciens alliés, Kangalukeni a pas trop cherché à les reprendre. Elle a dit, bon, vas-y, on va s'arranger. Du coup, il y avait tantôt, c'était des chefs qui payaient tribut à Kangalukeni, tantôt, c'était des chefs qui payaient tribut à Anajinga. Ça a marché parce que c'était Anajinga et que c'était son allié. Mais quand elle meurt, bah, ces territoires doivent revenir au Royaume Congo. Sauf que, bien entendu, Luanda et aussi les chefs de la région vont essayer de tirer une forme d'indépendance en fait vis-à-vis des deux pouvoirs. Donc là, de la montée en tension, on monte la montée aux extrêmes. Attention que l'extrême, c'est la guerre. Hein. Donc 1663, juin 1665. Sachant que là, du coup, on est sous le règne de Vita Kanga, okay, qui a commencé en 1661. Donc là, premier casus belli. Casus belli, donc la cause de la guerre. Donc le Wandu. Il y a premier la carte qui arrive. Donc le Wandu, casus belli entre Congo et la colonie portugaise de Luanda. Donc premièrement, comme je l'ai dit, la mort d'Anajinga en 1663. Donc Mbula et Wandu de nouveau libres entre Congo et Luanda. Deuxièmement, Wandu est sous l'influence du Matamba, puisque vous vous souvenez, Jinga, on dit qu'elle est reine du Dongo et du Matamba, qui sont entre guillemets deux royaumes sœurs, ou frères. Frères sœurs. Donc, ce qui veut dire que dans ces territoires-là, il y a une sorte de flou, et on va avoir un affrontement entre des Mfumu, donc des Mfumu des chefs, entre des chefs qui sont fidèles, eux, à Congo, à Banza Congo, et des chefs qui vont être fidèles, eux, à Luanda, en fait. Donc, qui vont s'affronter. Donc, c'est des petites escarmouches, mais quand même, ça crée du trouble. Et ce qui va se passer, Wandu, comme tout district du Royaume Congo, c'est-à-dire que celui qui dirige Wandu, il doit être nommé par le Ntotila de Manza Congo. Donc, il y en a un qui s'appelle Don Antonio Afonso, donc c'est le Mone Wandu. Et en fait, Vita Kanga qui arrive au pouvoir, il y a des gens qui veulent révoquer. Sauf ceux qui sont en place, ils ont gardé l'habitude d'avoir une certaine indépendance et du coup, ils ne veulent pas être révoqués. C'est le cas de Don Antonio Afonso, donc qui est Mone Wandu. Et il est du coup contre Vita Kanga, contre le roi, parce qu'il ne veut pas perdre son pouvoir personnel. Vita Kanga, il demande au Mwene Bamba, qui est le gouverneur de la province, d'intervenir militairement contre Don Antonio Afonso. Okay. Donc là, voilà, c'est une carte que j'ai trouvée du coup, donc du Royaume Congo. Donc vous voyez ici, le Wandu et Mbwila. Luanda, est-ce que vous arrivez à voir le Luanda? Attendez, je vous le montre. Luanda, c'est ici. OK. Et Banza Congo, c'est ici. Donc vous voyez, c'est un peu plus loin quand même. D'où le fait que beaucoup de chefs, surtout Bundu, étaient plus proches de la colonie portugaise de Luanda, même en termes d'affiliation, que de Banza Congo. Alors, l'autre territoire, donc second casus belli, c'est les Ndembos, donc la province de Bengo. Pareil, on a une région, donc Nombi-Ngongo, disputée entre Banza Congo et Luanda. Alors là, on a un cas. On a deux frères rivaux. Okay. Donc, Francisco Tchekes, donc ils sont à Nombi-Ngongo, et les deux, ce sont deux chefs prétendants. Quoi. Et ce sont deux frères. Donc, il y a un frère qui va être soutenu par Luanda, okay. Donc par André Vidal de Negreiros, le gouverneur de Luanda, et l'autre frère, donc Joannes Tchekes, qui va être soutenu par Vita Kanga. Donc les deux frères se disputent le pouvoir, un qui est soutenu par Luanda, un qui est soutenu par Banza Congo.
il y a un affrontement militaire entre les deux. Sauf que c'est celui qui est défendu par Luanda qui gagne. Okay. Et à partir de là, le gouverneur de Luanda, du coup, embraye et réclame non seulement les Ndembos, mais aussi le Wandu et Mbula, territorialement. Donc, vous voyez que l'engrenage commence à apparaître. Donc là, je localise aussi Nambua Ngongo, c'est ici. Donc, province de Bengo. Donc, vous voyez, c'est à peu près 229 km de Luanda. Par contre, c'est à 400 km de Banza Congo. Ce qui explique aussi la victoire plutôt de Luanda plutôt que Banza Congo pour acheminer les hommes, les ressources, etc. C'était beaucoup plus facile pour Luanda que pour Banza Congo. Et enfin, l'ultime casus belli, donc la région de Mbula. Alors, premièrement, pourquoi Wandu et Mbula, ce sont deux districts qui sont voisins. Donc, c'est un Kimbuku, donc un district du Royaume Congo, qui est lié à la province de Mbamba, province du Sud. C'est dirigé par Donna, donc Isabella Mbula, donc une femme qui est Mwene Mbula. C'est elle qui gouverne le district de Mbula. Tout comme Don Antonio Afonso le Mwene Wandu, Vita Kanga, il veut aussi la révoquer. Et lorsque Don Antonio Afonso, là, il a été battu par le Mwene Bamba, il a fui à Mbula, il a été accueilli par Isabella Mbula, Don Antonio Afonso. Donc, du coup, elle a pris en refuge le gars qui a fui la défaite et donc la mort. Et pour se protéger, pour ne pas subir le même sort que lui, Isabella Mbula va faire acte de vassalité envers Luanda, alors que le Mbula, tout comme Wandu, font partie du Royaume Congo. Mais elle va dire, moi désormais, je sers la colonie portugaise de Luanda pour garder ma place. Okay. Donc pour garder sa place, elle fait acte de vassalité le 1er janvier 1664. Et en même temps, elle dit, en échange que vous me garantissez mon pouvoir, moi, je vais vous révéler l'accès aux mines. Okay, l'accès aux mines d'or, d'argent, de cuivre, que Vita Kanga avait refusé, que Kangani avait refusé, que tous les Ntotila avaient refusé. Puisque de Wandu et Bula, elle peut donner l'accès aux mines, non seulement du Congo central, mais aussi du Bandundu, du Kwilu, etc. Donc, c'est ça qui va provoquer le casus belli. Puisque si elle donne l'accès, non seulement elle donne son territoire, qui est un territoire du Royaume Congo, mais en plus elle donne l'accès aux mines, en tout cas une partie des mines du Royaume Congo, c'est un enjeu, un intérêt vital pour l'État de Congo d'Intotila. Donc à ce moment-là, il n'est plus l'heure de faire de la diplomatie, là il faut passer à l'action armée pour défendre les intérêts Congo. D'où donc la dernière partie, la bataille de Mbula à Momotum Congo dans le monde atlantique. Donc la marche vers la guerre. Bon, Vita Kanga quand même n'est pas... Bon, c'est une tête brûlée, mais quand même, il faut quand même toujours négocier. Donc il envoie un ambassadeur à Mbula pour voir Isabella pour négocier. Ok, négocier pour le Wandu et pour le Mbula. Cet ambassadeur-là, Isabella, elle le fait arrêter, elle le torture en fait. Voilà. Donc l'ambassadeur, elle est arrêté, il est torturé en juin 1664. Ok. Donc à partir de là, c'est un peu à quoi ça sert de parler. Et là, du coup, le tournant, donc une année va passer à peu près, donc une année de préparatifs de part et d'autre. Et là, on a le tournant. C'est l'appel aux armes et à la mobilisation générale par Vita Kanga du 13 juillet 1665. Et donc, je vais vous le lire. Donc, Don Antonio Vita Kanga, promet du nom par la grâce divine, roi du très antique royaume de Congo, d'Angola, Matamba, Lula Nsoso, seigneur des Ambundu et des Matumbula, Matumbula qui signifie homme et mort ressuscité. Bon, parce que Matumbula, c'est le nom que l'on donne aux adeptes de Kimpashi, qui est une des 4 écoles initiatiques au Congo, auxquelles appartenait Vita Kanga et son père, Kanga Lukeni.
et d'autres nombreux domaines comprenant les régions d'en deçà et d'au-delà du fleuve Zaïre, donc Mwanza, Nzani Mwanza, de ses rives et ses voies navigables et l'ensemble de la côte de la mer Salée et ses plages. Écoutez l'ordre que vous envoie le roi assis sur le trône du suprême conseil de guerre. Que toute personne de quelque qualité qu'elle soit, noble ou artisan, pauvre ou riche, capable de porter des armes dans toutes les villes, villages et hameaux de mes royaumes, provinces et seigneuries, d'aller dans les 10 prochains jours s'enrôler auprès de ses capitaines, gouverneurs, ducs, comtes, marquis, etc. Pour partir défendre nos terres, propriétés, enfants et femmes, nos propres vies, nos libertés, dont la nation portugaise veut s'emparer pour les dominer. Ne laissez pas votre roi et seigneur sans votre soutien au cours de la guerre dans laquelle il sera à vos côtés pour récompenser qui bien le mérite et châtier les couards qui auront été des traîtres. Donc voilà, ce discours-là, on l'a en portugais. Nous ne l'avons pas en Kikongo parce qu'en Kikongo, il a été dit à l'oral, mais il a été transcrit en portugais à l'écrit. Donc, c'est un appel sans précédent, en tout cas de cette manière-là. Bien entendu, chaque fois, de façon que le Ntotila part en guerre, dans le Congo de Ntotila, quand le Ntotila part en guerre, quand lui-même physiquement part en guerre, tout le monde est censé l'accompagner en guerre. Donc, principalement, majoritairement, les hommes au combat et les femmes et les enfants parmi les populations civiles qui servent la logistique. Mais là, c'est la première fois qu'on a un appel total à la guerre. Les questions après. Donc, ensuite, cet appel-là, donc, c'est le 13 juillet 1665. Donc, déjà, tout Mukongo qui se respecte ne peut pas fêter le 14 juillet 1689. S'il y a une fête qu'on doit fêter, c'est le 13 juillet 1665. Donc, ensuite, septembre 1665, donc là, le Conseil d'Outre-mer annonce une guerre imminente contre Congo. Le Conseil d'Outre-mer, c'est le Conseil portugais. Donc, aussi, il prépare la guerre, tout simplement. Et septembre-octobre, donc, on a le rassemblement des forces Congo en vue d'attaquer le Mbula et puis le Rwanda. Parce que quel est l'objectif de guerre de Vitakanga? Premièrement, c'est de chercher les traîtres, donc c'est Don Antonio Afonso et Isabella Nebula, premièrement. Et ensuite, d'attaquer le Rwanda, puisque le Rwanda est devenu une menace vitale pour Congo. De l'autre côté, côté Rwanda, le but c'est de chasser Vitakanga qui est devenu du coup un ennemi aussi, et un ennemi déclaré, donc il faut éliminer. Alors là, on rentre un peu plus dans la partie militaire. Donc les forces armées Congo, qu'on peut appeler Kilombo Kya-Congo, ok? Quelles sont-elles à ce moment-là? Donc là, j'ai mis les principaux titres, non pas génériques, mais celles et ceux qui ont été impliqués dans la guerre et qui l'ont dirigée. En dehors, bien entendu, de Vitakanga, qui était, bien entendu, le chef militaire suprême, puisque le Ntotila, de toute façon, donc le souverain Congo, par définition, c'est le chef militaire suprême de toutes les forces Congo. Donc il est là, mais qui l'accompagne? On peut dire qu'on a un peu ce qu'on peut appeler la bureaucratie étatique, donc ceux qui servent l'État, et on a les seigneurs, les maîtres, que sont les monnaies, qui sont là aussi avec leurs troupes. Donc ceux qui servent l'État, c'est ceux qui sont là. Donc on a les noms, souvent portugais, par Congo. Donc on a Don Alvaro Mpunya, qui a le titre de généralissime. On sait que le titre de généralissime, si on transcrit au Kikongo, c'est le dirigeant des Malombi Kibenga. Parce que Kibenga, qui désigne en fait le combattant valeureux, etc., c'était un titre militaire Congo. Donc ensuite, on a le Mwene Lumbu, donc, qui est en fait, le Mwene Lumbu, c'est le maître du Lumbu. Le Lumbu, comment dirais-je, c'est l'enclos royal. Mais c'est aussi un titre sécuritaire, policier, mais aussi militaire. Donc chargé de la défense et de la sécurité du Lumbu, qui était là. On a également donc Matama Congo. Donc Matama Congo, c'est un Louvila aujourd'hui, donc un lignage. Mais en fait, il y a certains lignages Congo qui sont la reprise de fonctions. Donc Matama Congo, c'est un lignage Congo, donc un clan Congo, qui se rattache au clan d'Empanzo et qui est de base une fonction. Mata, c'est les arcs ou les fusils. Donc Matama Congo, les armes de Congo. Le présupposé aux armes, en fait, c'est celui qui est censé acheminer les armes pour armer tous les combattants. Puisque dans la logistique de l'État Congo, certes,
lorsque il y a l'appel à la guerre, tout le monde est censé venir avec son arme, mais il y a toujours des gens qui viennent sans les armes. Donc, du coup, le Matama Congo est censé pouvoir donner une arme à tout le monde, tous ceux qui veulent se battre. Donc, c'est la logistique des armes. Et Nemparangwa Lungu, donc, c'est un poste doublé du Matama Congo parce que c'est souvent, les postes sont doublés de manière gémellaire. Soit c'est gémellaire genré, donc un homme, une femme, soit c'est juste gémellaire, un homme, un homme. Là, c'est un homme, un homme. Donc, le Nemparangwa Lungu, il a une fonction similaire au Nematama Congo. Donc, tous ces gens-là étaient là. Ensuite, l'autre ordre, donc là, c'est au terme de les commandants politico-militaires, donc Vitakanga, le roi, le Ntotela, bien entendu, et ceux qui étaient présents. Donc, le Mone Mbata, donc le chef de la province de Mbata, le Mone Nsundi, chef de la province de Nsundi, Mone Bumbi, chef du district de Bumbi, donc c'est plus petit, le Mone Pemba, la province de Pemba, donc la province où il y a Banza Congo, le Mone Bamba, donc c'est la province sud, qui est frontalière avec le Rwanda, et le Mone Bengo, donc c'est l'actuelle province de Bengo, c'est quand vous quittez le Rwanda, vous montez au nord, vous tombez directement sur la province dite de Bengo. Donc on voit qu'il y a beaucoup de monnaie, mais on voit qu'il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Il y a un peu, on ne sait pas dans quid du Mone Soyo, où était-il? Est-ce qu'il était présent ou était absent? On sait qu'il n'était pas du côté Luanda. On sait qu'il a peut-être aidé, mais il n'a pas été présent et ses forces n'étaient pas présentes. Or, le Mone Soyo, c'est lui qui a le plus d'armes à feu, c'est lui qui a le plus de canons. Quid du Makongo, donc de Kakongo et Ngoyo, l'actuel Kabinda? Ils ne sont pas là aussi. Le Malwango n'est pas là aussi. Même si le Malwango a aidé de manière diplomatique Vitakanga, mais il n'a pas amené des hommes. Donc vous voyez qu'il n'y a pas tout le monde, même s'il y a une grande partie du Royaume Congo, il n'y a pas non plus tout le monde. L'estimation des forces armées. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'exagérations. Donc j'ai cité par exemple le prêtre capucin Guattini, qui est la première personne à dire qu'il y a 900 000 combattants. C'est ce prêtre-là, capucin Guattini, c'est lui ensuite qui a été cité par Raphaël Bachikama. Et c'est pour ça que vous pouvez entendre beaucoup le chiffre de 900 000 combattants dans les milieux Congo, etc. Ce qui est bien entendu une exagération. Il n'y avait pas 900 000 combattants Congo. Okay, il y avait probablement plutôt entre 50 000 et 100 000. Cette estimation, elle est faite grâce au nombre en fait des comment dirais-je, des maîtres, des seigneurs présents qui gouvernaient des bataillons. Donc, on est capable de faire une estimation chiffrée à peu près, donc entre 50 000 et 100 000 Congo. Ensuite, il y avait également ce qu'on appelle Kikumba. Kikumba, donc c'est l'arrière civil. Donc, c'est des femmes, des enfants qui ne combattent pas, mais qui sont là, qui peuvent être là sur le champ de bataille. C'est-à-dire c'est eux qui vont venir avec les armes, avec la nourriture et autres. C'est eux qui servent la logistique. Voilà. Et eux, parfois, ils sont aussi nombreux que l'armée, mais ils sont en arrière. Et eux, ils étaient présents. Et sûrement au nombre de 20 000. Donc après, voilà, vous connaissez, si vous êtes dans la manif, effet de foule, vous pensez que vous êtes... alors que vous êtes moins. Donc voilà. L'organisation militaire Congo lors de la bataille. Premièrement, on a l'avant-garde. Donc l'avant-garde est dirigée par le Mone Mbamba. Donc je répète, Mone Mbamba, gouverneur de la province de Bamba, la province sud. Et du Mone Pemba, donc lui, gouverneur de la province où il y a Banza Congo, à peu près 20 000 hommes. Donc une grosse avant-garde. Une grosse avant-garde. Les lignes centrales ensuite, donc commandées par Vitakanga lui-même. Donc Vitakanga n'était pas, comment dirais-je, en arrière en regardant le combat de loin. Il était dans les lignes centrales, au milieu, qui lui permet en fait du coup de commander à la fois l'avant et l'arrière. Alors ce qui est logique pour une armée qui est principalement une infanterie. Il n'y a pas de chevaux. Okay, il n'y a pas de chevaux parce que les chevaux ne survivent pas à la Moutsetse et les zèbres sont indomptables. Voilà. Donc il n'y a pas de chevaux, donc tout se fait à pied. Donc tout se fait à hauteur d'homme. Donc à moins que vous ayez une fortification, par exemple comme naturelle, comme c'est le cas Banza Congo qui est en hauteur, mais là où la bataille se placera, c'est plutôt sur une plaine. Il y a quelques hauteurs, ces hauteurs seront prises par les Portugais, ça je vais expliquer tout à l'heure. Donc voilà, dans la ligne centrale, donc vous avez Vitakanga qui a assisté du coup du Nepongwa Lungu, du Nematama Congo,
Navarro Punha, Moné Mbata, la majorité des monnaies, donc des gros des troupes, ils sont avec lui, au centre et puis aussi sur les ailes, donc sur les côtés. Et l'arrière, enfin, l'arrière où il y a quelques renforts, mais c'est surtout les populations civiles, c'est dirigé par le Moné Bengo, donc la province de Bengo. Alors, petite précision, donc on a un bataillon de mousquetaires. Quand je dis mousquetaires, donc c'est pas les 3 mousquetaires, hein. Les mousquetaires dans le sens des hommes qui sont armés de fusils à mousquet. Donc le fusil à mousquet, c'est des fusils à platine de silex. C'est-à-dire que le silex, c'est lui qui lorsqu'on appuie sur la gâchette, met l'étincelle qui allume la poudre noire. Ok. Donc c'est des fusils qui sont pour l'époque, qui sont pas encore obsolètes ni même en Europe. Donc, c'est ce qui se fait. Donc, c'est une puissance de feu relativement efficace quand on fait ce qu'on appelle un tir de barrage. Un tir de barrage, c'est simple, c'est quand tout le monde tire. Donc, si vous avez, à partir vous avez un petit bataillon, même pas, même une section, donc une vingtaine de personnes qui tirent, qui fait un tir de barrage, vous ne pouvez pas avancer devant un tir de barrage, sinon vous mourrez, quoi. Donc, ça contre un mousquetaire Congo, dirigé par le capitaine, du coup, métis Congo, Pedros Dias de Cabral, qui dirige, du coup, ce bataillon. Mais il y avait, en dehors de ce bataillon-là, il y avait des armes à feu quand même dispatchées dans le gros des troupes. Mais c'est pas chaque homme n'avait pas entendu une arme à feu. Non, l'arme de prédiction, ça reste l'arc. Et ensuite, le mbélé ou le sengélé, le sabre court, les couteaux de jet et l'arc. Mais les armes à feu étaient aussi présentes, mais pas de manière systématique. Voilà. De l'autre côté, l'organisation militaire, du coup, de la colonie portugaise de Luanda. Alors, probablement, on a la présence de 500 mousquetaires portugais. Okay, donc, 500 hommes armés de mousquets. Et un gros contingent de 10 000 guerriers Jaga. Donc, les Jaga, qui sont les Jaga, donc les guerriers Mbangala. Donc là, je vais voir un peu m'arrêter là-dessus. En termes de peuple, parce que le mot Jaga, c'est un peu l'ethnographie de l'époque qui explique, mais il y a un peu tout dedans. Donc, dans les Jaga, vous avez des Bundu, vous avez des Congo, vous avez des Yaka, vous avez des Lunda, vous avez des Chokwe. Donc voilà, c'est un peu un melting pot. Mais dans ce melting pot-là, ce sont des gens qui vivent dans, comment dirais-je, qui vivent dans des quilombos, mais c'est pas le même quilombo qu'au Brésil, c'est-à-dire des campements fortifiés qui vivent de razzia et de razzia esclavagistes souvent, et qui vendent leurs services en tant que mercenaires. Donc il y en a via des rites aussi. Justement, Anna Jinga, elle a pu avoir les services de ces 10 Jaga et Mangala parce qu'elle s'est initiée à ces rites-là. Et c'était des rites qui sont très sanglants, etc. Mais comme elle n'a pas reculé devant ces rites-là, et ben c'est comme ça qu'elle a pu avoir, comment dirais-je, le soutien de certains Jagas. Et ensuite, ces Jagas vont se dispatcher, vont se diluer. Certains vont être dans les Lunda Chokwe et autres, etc. Mais beaucoup sont des mercenaires et du coup, les Portugais payent leurs services. Et ce sont de très bons guerriers. De très bons guerriers. Donc, ils sont au moins 10 000. Ensuite, il y a 500 mercenaires Tupis. Donc, les Tupis, c'est les populations autochtones du Brésil qui ont été amenées par les Brésiliens portugais qui les avaient recrutés au Brésil dans la guerre contre les Hollandais. Et ensuite, avec ces mêmes Tupis-là, ils vont les amener pour la reconquête de l'Angola. Et il y en a aussi, donc à peu près environ 500, entre 500 et 1000, on sait, il y a des disputes, mais en tout cas, un nombre assez significatif de ces Tupis, donc une partie des populations autochtones du Brésil, qui vont combattre en tant que mercenaires aussi. La présence de plusieurs canons. Alors, voilà, plusieurs canons qui sont présents et qui marquent du coup un avantage significatif du côté, comment ça s'appelle, portugais. Et enfin, j'ai mis forte probable présence. On sait qu'ils sont présents, mais on ne sait pas à quelle hauteur de nombre. Isabella Nembula, elle a fourni des hommes.
parce que c'est quand même pour elle qu'on se bat de base, entre guillemets. C'est elle que Vitakanga veut chasser avant d'attaquer le Rwanda. Et c'est sur son territoire que se passe la bataille. Donc on sait qu'elle a fourni des combattants aussi, donc des Congos. Mais on ne sait pas combien. Mais elle a fourni des combattants. Et les vétérans des guerres brésiliennes, parce qu'on sait qu'il y a des Portugais qui, venus du Brésil, sont venus aussi pour cette bataille-là. Mais on ne sait pas le nombre. Alors maintenant, le commandant côté portugais sur le champ de bataille. Parce que si sur le champ de bataille, Vitakanga, il est présent, mais André Vidal de Guerreros, lui, il est à Luanda. Okay. Par contre, il a dépêché son homme de confiance, Luis Lopez de Sequeira. Donc, Luis Lopez de Sequeira, il est né, du coup, à Luanda en 1624, aux environs de 1624. Okay. Alors, c'est un métis bundu portugais. On ne connaît pas sa maman, mais on connaît son père. Son père, c'est un soldat portugais, donc Domingos Lopez de Sequeira. Alors, on sait qu'il a fui Luanda durant l'occupation hollandaise, donc de 1641 à 1648, et c'est à ce moment-là qu'il s'est engagé dans les forces armées, okay, notamment une compagnie qu'on appelle la Compagnie de Jésus, qui est une force armée portugaise. Et du coup, il a fait ses preuves du coup contre les Hollandais dans un premier temps. Et peu à peu, il est devenu, il est monté en grade, quoi. Et lorsque André Vidal de Negreiros devient gouverneur de Luanda en 1661, il devient son homme de confiance. Et c'est lui qui va être chargé de faire les prospections minières dans le Wandu et le Mbula. Puisque Isabelle Nembula a promis depuis le 1er janvier 1664 de mener ces prospections minières. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif stratégique militaire côté portugais, de la colonie portugaise de Luanda. Ensuite, on a les noms des capitaines de guerre, dont des lieutenants, des noms portugais. Donc, on a Manuel Nunes Barreto, Baltazar Lupiminel, Antonio Barreto, Gomez Pegado da Ponte, Domingos Francisco, Fernão Pinto, Simão Francisco Frade, Leonardo Ferreira, Lourenço Martins, Antonio D'Araujo Cabrera. L'ordre de bataille portugais désormais. Donc, le commandant militaire, c'est Luis Lopez de Sequeira. Ses lieutenants, donc Vicente Pegado de Ponte, Leonardo Ferreira de Moura, Fernão Pinto Gois. L'aile droite est dirigée par Manuel Nunes Barreto. L'aile gauche, Domingos Francisco. Le front, donc c'est le capitaine Baltazar Luis Pimentel, avec les capitaines Antonio Barreto Gomez et Pegado Fonte. L'arrière, capitaine Antonio Ferreira Lobato. Et les renforts par Domingos de Fonta. Contrairement à côté Congo, où on n'a pas spécialement mis de renfort. On a mis une arrière, mais dans l'arrière, il n'y avait que des populations civiles. Il n'y avait pas de renfort. Côté Luanda, par contre, il y avait des renforts qui étaient prévus. Le lieu de la bataille, donc, on dit bataille de Mbula, mais la bataille ne s'est pas passée dans la rivière. Elle s'est passée dans une plaine, donc la plaine d'Ulanga, qui n'est pas loin de la rivière de Mbula, qui se situe dans la province de Uige, en Angola. Elle se déroule donc le 29 octobre 1665, au petit matin. Le temps est clair, il n'y a pas de pluie, un peu nuageux, mais vraiment clair, avec des grandes éclaircies. Et les deux armées se font face. Mais il y a un avantage pour l'armée portugaise, parce que certes, c'est une plaine, mais il y a un petit promontoire de relief où les forces portugaises sont installées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'armée de Vitakanga qui vient à l'offensive. Et les forces portugaises sont stationnées pour les attendre. Donc là, j'ai fait un plan. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Donc, alors quand on fait des schémas un peu militaires, bon, voilà, le losange avec la croix, c'est pour l'infanterie. Et puis, quand on met un carré avec un rond, c'est pour tout ce qui est artillerie, etc., de manière globale. Donc ça, c'est ce que j'appelle la phase 1. Donc ici, c'est l'armée Congo. Ici, c'est les troupes de Luanda. Donc, vous voyez quand même que les carrés de mousquetaires, alors aussi, quand on met les bâtons, ça permet aussi de mettre le nombre de combattants. Donc, vous voyez, Vitakanga est sur le côté, mais il est dans les lignes centrales. Vous avez ici le Moné Bengo avec l'arrière et le front qui est mené par Moné Bamba. Côté portugais, vous voyez, les ailes sont bien plus garnies de mousquetaires. Ouais. Donc, d'hommes qui a systématiquement une arme à feu.
Alors, qu'est-ce que ça leur permet? Ça leur permet en fait que si les deux font un tir de barrage, le tir de barrage des mousquets est plus efficace à court et moyenne portée que les tirs de barrage avec des flèches. Par contre, à longue portée, les tirs de barrage des archers est plus efficace. Sauf que lorsque l'offensive comme l'offensive est menée par l'armée Congo contre l'armée portugaise, ouais, et que l'armée portugaise bénéficie ici en fait des contreforts. C'est-à-dire que là en fait c'est un relief, donc ils sont en hauteur. Donc ils sont obligés d'avancer pour comment dirais-je, pour atteindre l'armée portugaise parce que c'est pas une plaine totale. Donc du coup ils perdent leur avantage à longue portée des flèches. Et lorsqu'ils perdent leur avantage à longue portée des flèches, ils perdent aussi un peu leur avantage numérique, parce qu'ils sont quand même plus nombreux. Ok. Néanmoins, cela n'est pas dérangeant au début. Au début, cela n'est pas dérangeant tant que vous êtes prêt à encaisser les pertes. Parce que ce qui va se passer, c'est que on a le monnaie Bamba et le monnaie Bamba et le monnaie comment ça s'appelle, Pemba, qui avancent. Donc, ils s'affrontent aussi avec les Jagas qui sont en première ligne. Donc, les mercenaires, on va dire, africains qui sont en première ligne. Okay. Sauf que ces mercenaires-là bénéficient du tir des mousquets. On sait que le Monnaie Bamba, il va faire partie des premiers à mourir. Enfin, il ne meurt pas dès le début, hein, mais il meurt assez vite. Lui et ses premiers hommes. Parce qu'il est surpris par la puissance de feu en face. Néanmoins, comme derrière les lignes centrales avancent, c'est-à-dire que même si les premières personnes tombent, bah, comme les autres continuent d'avancer et qui sont en supériorité numérique, pour l'instant, le tournoi victorieux reste du côté de l'armée Congo. Parce que la stratégie, c'est une stratégie assez simple de submerger l'adversaire par un choc frontal. Mais un choc frontal non pas par le feu, mais par le nombre. Cette stratégie, elle fonctionne tant que vous êtes prêt à mourir et que la tête est présente pour pousser les hommes à se sacrifier et à limite marcher sur les cadavres des camarades tombés sur le champ d'honneur. Donc, au début, ça fonctionne. Ensuite, deuxième phase. Donc, vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de pertes. Parce qu'au-delà du tir de barrage, il y a aussi les canons. Et là, les canons, ça ne pardonne pas. Les canons, vous mourrez à chaque bouée de canon, il y a donc des dizaines de personnes qui meurent. Surtout que le champ de bataille, étant donné que les forces de Luanda sont en hauteur, au début, et pour le choc frontal, il faut que les forces soient concentrées. Okay. Donc, on est aussi dans une période, là, on est au milieu du XVIIe siècle. Les champs de théâtre ne sont pas encore très, très, très étendus comme ça va être pendant les guerres napoléoniennes où on a compris tactiquement qu'il faut étirer les forces pour justement moins subir le feu. Le feu dans le sens des armes à feu. Donc, on a encore cette tendance-là, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe, à rester groupés. Donc, ce qui augmente du coup les pertes. Les pertes du coup sont très élevées. Bon, Vitakanga quand même comprend cela. Et du coup, il bascule dans une attaque par les ailes. Okay. Donc, ce qu'on appelle une stratégie tactique d'enveloppement. Tout simplement envelopper l'adversaire et puis d'attaquer, et d'atteindre le centre. Okay. Sachant que l'un et l'autre, Luis Lopez de Seca comme Vitakanga, le but, c'est d'atteindre la tête. Donc, le commandement stratégique. Parce qu'en général, une fois que la tête est coupée, eh ben, la discipline, comment dirais-je, militaire s'étiole, les gens commencent à fuir, etc. C'est très rare en fait que dans une bataille, on tue tout le monde. C'est pour ça que la première et la deuxième guerre mondiale, où comment dirais-je, tous les conflits génocidaires sont assez exceptionnels, parce qu'en général, dans une bataille, dès qu'on sent que un camp prend le pas sur l'autre, bah, la bataille elle est déjà finie. Donc après, c'est de la fuite, c'est fait de prisonniers, etc. Une bataille où on tue tout le monde, c'est assez rare. Donc c'est-à-dire que l'enjeu, premièrement, s'il y a bataille, sauf quand c'est une razzia, etc., mais s'il y a une bataille dans le sens où c'est deux armées constituées et prêtes à se battre qui se rencontrent, l'enjeu, c'est de rompre l'équilibre. Au début, il y a un équilibre. Donc cet équilibre, on le rompt
on le rompt par le mouvement, on le rompt par des renforts, etc., par des ruses, etc. Mais le but, c'est de rompre l'équilibre, en fait, de créer la symétrie des forces. Donc, c'est ce que va tenter Vitakanga, de créer la symétrie en voulant envelopper par les ailes. Donc là, ça fonctionne à peu près aussi. Parce qu'il montre l'exemple aussi. Ouais, on a les traces écrites aussi bien, on va dire pro-Congo plutôt que pro-portugaise. Toutes font lieu de la bravoure de Vitakanga qui n'hésite pas à aller au front, tout simplement, l'épée à la main. Là, c'est vraiment une citation. Il marchait l'épée à la main. Sauf que voilà, le drame arrive. Comment cela s'effectue? Luis Lopez de Sequeira, vu que Vitakanga maintenant est pleinement dans la bataille, en fait, il va l'identifier dans la bataille, lui, son bataillon. Et il va concentrer les tirs, non pas de barrage, mais les tirs les barrages, donc c'est les mousquets qui tirent. Il va concentrer les tirs de canon sur le bataillon de Vitakanga. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'isoler, dans un premier temps, et ça va le sonner. Donc là, ensuite, on a les détails. Comment Vitakanga ensuite va mourir? C'est qu'en fait, face aux boulets de canon qui sont tirés sur lui, il va chercher à s'abriter derrière un rocher. Sauf qu'ensuite, il y a un boulet de canon qui va fracasser le rocher et du coup l'assommer. Et assommer lui et sa garde royale, et notamment son aumônier, donc qu'on appelle parfois l'abbé Lubuladio ou Manuel Roberedo, qui était un de ses parents, qui était aussi son aumônier, et qui lui va rester aussi à ses côtés et qui va mourir avec lui. Et du coup, il sera assommé, et c'est alors que un Jaga va arriver et va lui décapiter. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'il meurt sur le champ de bataille. Alors, lorsque Vitakanga meurt, bon, c'est pas Game of Thrones, c'est pas la mort de Vitakanga qui fait basculer le champ de bataille. Mais en fait, c'est la mort d'un commandant militaire de trop. Parce que, en fait, la majorité des Mouénés sont morts déjà. Donc, le premier, il était mort. Le Mouéné, on avait dit, Bambal était mort. Le Mouéné Nsundi, il est mort. Tous ceux qui gouvernaient les troupes sont morts. Donc, en fait, il n'y a pratiquement plus de commandants militaires de haut rang. Plus de commandants militaires de haut rang. Et ensuite, le total lui-même meurt sur le terrain. Là, ça commence à devenir difficile de croire à la victoire. Et les canons sont là. Surtout que les canons qui sont ici font régner la terreur parce que face aux canons, il n'y a pas moyen de se protéger. Et eux sont en hauteur, relativement en hauteur. Donc, les canons vous tirent d'en bas. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup la dislocation des forces Congo. C'est-à-dire que là, vraiment, les forces sont disloquées en petites unités qui, maintenant, ça commence à être le sauf qui peut. Et donc, la défaite commence à se propager. Et vu qu'il n'y a plus la discipline, on est proche de la catastrophe. Quand je dis la catastrophe, c'est-à-dire l'éradication en règle. Parce que là, le but de cette bataille-là, c'est de réduire vraiment la force armée de Congo. Donc, on est dans une bataille où il ne s'agit pas, c'est pas de la radia. Là, le but, c'est d'abord de détruire. Parce qu'il faut détruire la menace. Donc, si on peut tuer, on tue. Un maximum. Dès lors, on a l'action du Mouéné Bengo, donc celui qui gardait l'arrière. Et c'est lui qui va sauvegarder ce qu'il y a de sauvegardable. Donc, savoir les dernières vies humaines qui sont là, les quelques les quelques maîtres seigneurs qui sont là, les quelques soldats qui sont là, qui les sauvent. Donc, il va réussir à sauver l'arrière. Et comme c'est le seul responsable politique et militaire qui reste, donc c'est le seul qui peut sonner une retraite de manière collective. Donc, il sonne la retraite, ce qui marque la défaite. Mais ils sont poursuivis. Et ce qui se passe, c'est que, on tue ceux qu'on peut tuer et on kidnappe ceux qu'on peut kidnapper. Donc, les neveux de Vitakanga étaient présents, ils sont kidnappés. Le fils de Vitakanga, kidnappé. Voilà, il y a quelques autres aussi sont fait kidnappés, en fait, ceux qui étaient à l'arrière, du coup, parce que c'était des forces civiles. Les neveux, ils étaient âgés de 6 et 7 ans, c'était des enfants. Donc, ils étaient kidnappés. Le fils de Vitakanga, il était âgé d'1 an. Alors, qu'est-ce qu'il foutait sur le champ de bataille? Écoutez, voilà. Mais en tout cas, le père avait confiance en lui.
Mais bon, le fils, en tout cas, kidnappé aussi, à Annan. Et voilà, donc le Monet Bengo a réussi à sauver ce qui était possible de sauver. Donc là, du coup, c'est la fin de la bataille. Vita Kanga est mort. Et euh, donc, c'est une défaite, du coup, pour l'armée Congo. Donc, les causes de la défaite. Premièrement, l'artillerie lourde côté portugaise. Donc vraiment, ça a vraiment fait mouche. Donc l'artillerie lourde, donc les canons, et le fait qu'ils s'étaient placés en hauteur. Donc le fait qu'ils ont tout simplement mieux préparé la bataille parce que ils ont choisi le lieu de la bataille en fait. Donc ils ont eu le temps de se préparer. Tandis que l'armée Congo qui était en offensive, qui pensait, même si c'était une assez grande armée, mais c'était une armée où ils pensaient qu'ils allaient juste affronter Isabella Nebula et donc la balayer. Et ben en fait, ils ont été pris de court. Deuxièmement, la désengagement de l'armée après la mort de Vitakanga, mais bon, ça c'est une conséquence de la défaite dans la bataille elle-même. Donc c'est la perte du commandant militaire principal et des autres qui désorganisent totalement les forces armées. Et troisièmement, bah, l'absence du Soyo aussi. L'absence du Soyo sur le champ de bataille, puisque Soyo, c'est on va dire le maître Congo qui a le plus d'armes à feu, parce qu'en fait Soyo, c'est là où il y a le port. Donc, et lui, il a les armes à feu venues des Hollandais, etc. Donc, lui, il a des fusils et il a des canons. Et on le sait puisqu'il va gagner 5 ans plus tard contre les Portugais lors de la bataille de Kitombo. Mais là, quand il s'agira de défendre son pouvoir à lui personnel. Donc, son absence est préjudiciable. Donc, on approche de la fin. Ne vous inquiétez pas. Après, il y aura le temps pour des questions après 19h, ne vous inquiétez pas. Donc, les conséquences directes. Premièrement, là, donc la décapitation de l'appareil d'État Congo. Donc, plus de 900 Mfumu, donc 900 chefs qui sont morts sur le terrain. Donc, que ça soit des Mouénés, donc des chefs de province, que ce soit les chefs en dessous, donc les chefs de district, que ce soit même les chefs encore en dessous, les Mfumurata, Mfumuvata, les chefs de village, ils sont morts. Donc, ça décapite l'organisation sociopolitique. Donc, ça désorganise totalement Congo. C'est ce qui va aussi favoriser ensuite la guerre civile qui est à devenir. Le rejet global de la présence portugaise marchande dans le royaume Congo. Il y aura ensuite des exactions, enfin des exactions. Les Portugais seront chassés en fait du royaume Congo, dans les villages, dans les villes surtout où ils sont présents, en réaction à la mort du roi. Et le déclin de l'autorité politique effective de Banza Congo. Alors, et l'augmentation de la traite. Si je m'explique, parce qu'en fait là, Banza Congo a pas chuté dans le sens où les Portugais n'ont pas envahi, ça n'a pas été envahi comment ça s'appelle, par Luanda, mais vu que le roi est mort et tout l'appareil étatique est mort, c'est l'autorité même de Congo qui chute dans les faits. Et l'augmentation de la traite, parce qu'il y a énormément de captifs qui vont être déportés en esclavage. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. Le chiffre, il augmente plus de 30% après la bataille de Mula. En termes de période, on fait souvent par quinzaine, c'est une augmentation de plus de 30%. La première dizaine et quinzaine d'années après la bataille de Mula. Et enfin aussi, un traumatisme au sein de l'ensemble des populations du Kin-Totiaka Congo, donc des Bas-Congo, des Bichi-Congo. L'expression Nchi Ifuiji, le pays se meurt, que le capucin Cavazzi écrit en 1667, donc 2 ans après la bataille. Et puis, dans une bonne partie des traditions lignagères, donc des villas, donc des clans Congo, on fait souvent partir l'origine des clans historiquement. Quand on dit nous venons de Congo Ntotila, donc nous venons de Banza Congo, et c'est souvent après la bataille de Mbula, c'est là qu'il y a eu les départs, c'est là qu'il y a eu des nouveaux clans. Donc c'est vraiment devenu un nouveau point zéro, parce que c'est un nouveau point de départ après ce traumatisme-là. Donc voilà. Donc pour conclure, et ensuite ce sera les questions. Donc la bataille de Mbula, donc c'est un momentum, donc Congo dans le monde atlantique, c'est-à-dire le monde africain en relation avec les Amériques et l'Europe. C'est un moment clé de ce qu'on appelle la mondialisation ibérique, c'est-à-dire les empires coloniaux portugais et espagnols.
Et c'est l'un des points de départ des révolutions dans le monde atlantique, parce que les révolutions dans le monde atlantique partent des réactions face aux transformations, notamment liées à la traite, etc. Et que ce soit Kim Pavita bien plus tard, que ce soit les Quilombo, Dos Palmares ou même la révolution haïtienne, on voit que, par exemple, la présence, comment dirais-je, de vétérans des guerres Congo à partir de la bataille de Bulla va augmenter au Brésil et dans les Caraïbes. Ce qui va susciter ensuite divers mouvements, dont les Quilombo dos Palmares avec Zumbi dos Palmares, la révolution haïtienne, ou encore sur place même avec Kim Pavita, qui est une réaction justement à la dislocation du royaume suite à la bataille de Mbula. Donc voilà, je vous remercie. Voilà. Donc là, on a du temps pour les questions, mais si j'avais mis 19h, ne vous inquiétez pas, on peut encore rester là au moins jusqu'à 20h, mais là, c'est du coup que des questions auxquelles je pourrais répondre. Les gens qui étaient capturés, alors soit ils étaient des porteurs d'esclavage, soit ils étaient éduqués par les Portugais pour devenir des fonctionnaires coloniaux. Notamment, le fils de Vita Kanga, il a été éduqué à ce titre-là, donc il s'appelle Dom Francisco Nkaka Makaya. Et en fait, on l'a renvoyé à Banza Congo pour qu'il serve l'État portugais, sauf qu'il a servi à rien, dans le sens où les Congos, en fait, l'ont trouvé euh, trop occidentalisé. Donc, du coup, on lui a pas fait confiance. Il était trop en décalage, en fait, parce il a reçu que l'éducation portugaise. Donc, il n'a joué aucun rôle politique. On l'a laissé libre, comme ça, Banza Congo, mais c'est pas parce que c'était le fils de Vita Kanga qu'on allait lui donner un rôle, parce qu'il n'avait pas la culture. Donc, du coup, il n'a joué aucun rôle. Donc, les otages, en fait, souvent, soit on les met esclaves, soit on les met en tant que fonctionnaires dans l'appareil colonial où on essaie de les placer pour qu'ils deviennent des souverains pantins. Mais ça marche pas. Ça n'a pas marché. En fait, c'est une appellation, les Guéréjaga. Il n'y a pas un seul chef. Tu as plusieurs chefs comme le fondateur du royaume de Kassangé. Donc, Kassangé, c'est un chef Jaga, mais tu en as plusieurs des chefs Jaga. Et c'est vraiment un mélange, un melting pot. Donc, d'origine, donc des Bayaka, des Lunda. Donc, les premiers lignages Lunda qui arrivent justement vers le Congo. Ils arrivent à ce moment-là. Et en fait, ils se mélangent avec des Yaka, des Congos, des Bassoko aussi qui sont des Congos, et des Bundu. Et en fait, ce melting pot-là, c'est ça qui va créer les Jagas. Ils se sont dispatchés, mais c'est là où actuellement où tu retrouves les Bayaka, donc Kwango, mais Kwango aussi bien du côté RDC que côté Angola. Et ensuite, ça va se transformer. Il y en a qui vont se diffuser parce qu'il y en a ils vont un peu se disperser en fait. Il y en a qui vont se diluer parmi les Congos, il y en a qui vont se diluer parmi les Bundu, il y en a qui vont se diluer parmi les Lunda Chokwe. Parce qu'en fait, oui, comme il y a ce qui les rassemble en tant que Jaga, c'est le mode de guerre en fait, mais en fait, ils n'ont pas d'affiliation politique. Et c'est pour ça que ce mode de guerre Jaga va être repris par Anajinga. Et c'est pour ça que ça va être amené ensuite dans les Quilombo au Brésil. Parce que Quilombo, c'est un mot à la fois Congo et aussi Bundu. Et pourquoi ça a pris cette teinte-là anti-esclavagiste? Parce que autant Jinga que Kangalukeni, lorsqu'ils ont fait la guerre contre les Portugais avec les Hollandais, ils accueillaient les esclaves fugitifs de Luanda et qui se mettaient dans les quilombos, souvent de Njinga, ils étaient initiés en fait à l'art de la guerre Jaga. Et c'est là qu'en fait que le mot quilombo a pris une teinte esclavagiste. Mais il n'y a pas une même... Parce que tu as des Jagas qui étaient contre les Portugais et d'autres qui étaient avec les Portugais. Ce qui les unissait, c'est leur manière de se battre et les rites initiatiques qui vont avec cette manière de se battre. Parce qu'en fait, les Capucins, ils se sont opposés, en tout cas pour Kangalukuni, les Capucins se sont opposés à, comment dirais-je, à son pouvoir, à sa politique. En fait, lui, au début, il était pro-Capucin, dans le sens où il pensait que les Capucins allaient apporter l'éducation notamment. Parce que, par exemple, il y a une des sœurs de Kangalukuni qui a fondé une école, etc., des livres, etc.
Sauf qu'il a été déçu par les Capucins en disant qu'ils ne donnent pas les moyens matériels, en fait, de la modernisation scolaire. C'est lui ce qu'il voulait à tout prix. Et il trouve qu'il lui cassait trop la tête à propos de la religion, mais sans apporter l'aide matérielle. Et de plus, il pensait qu'ils empiétaient sur son pouvoir, notamment que les Capucins, il avait plutôt confiance aux Capucins qui étaient italiens, mais pas aux Capucins portugais, parce qu'il pensait, et il a raison, que les Capucins portugais étaient plutôt plus proches de Luanda que de Banza Congo. Et d'ailleurs, comme son fils aîné, Alfonso, lui, était toujours avec les Capucins, et toujours défenseur des Capucins, quoi qu'il advienne, et que les Capucins, avec Luanda, disaient que ce serait bien qu'on ait un roi qui soit plus conciliant avec nous, et que ça s'est déjà fait dans l'histoire Congo, voilà. Donc pour lui, il disait que son fils l'a trahi, sachant qu'il a été empoisonné aussi à la fin. Bon, ça, on ne peut pas être sûr, mais l'empoisonnement, c'est toujours des proches. Voilà. Et ça, il y a déjà eu des précédents dans l'histoire Congo, des rois qui ont été empoisonnés par leurs proches, en fait. Voilà. Le Monesoyo, en fait, les différents Monesoyo étaient en guerre contre le père de Vita Kanga, donc Kanga Lukeni. Il était en guerre parce que le Monesoyo s'est allié avec la maison rivale royale de celle de Kanga Lukeni. Donc, du coup, le Monesoyo avait, par définition, les Monesoyo, du coup, donc avec la maison Da Silva Nsaku, sont toujours, entre guillemets, contre les Bishin Laza, qui représentent Kanga Lukeni et Vita Kanga. Donc, ça, même si Vita Kanga, il a essayé de faire la paix avec le Monesoyo, tout comme son père, mais ils avaient des intérêts qui étaient antagonistes, en fait, puisque eux, ils supportent une autre dynastie royale. Après, les mots de marquis, etc., les contes là qu'on retrouve, c'est une réalité, je dirais un peu. Il y a des historiens qui disent que, bon, pour moi, c'est un historien qui a une vision un peu européocentrée, que les Congos se sont réappropriés totalement ces termes. Il y a eu une forme d'appropriation quand même du catholicisme par les élites. Après, même ces élites-là, le catholicisme a été un ajout. Ça a rarement supprimé le rapport à la religion Congo, pour faire simple. À part peut-être Alfonso, premier Vembanzinga, qui lui vraiment était un catholique zélé et convaincu, dans le sens où on n'a pas de traces de rite qu'il a fait, par exemple, vraiment. Congo. Alors que tous les autres ont fait les rites. On fait les rites Congo, ce qui fait qu'on est surtout le catholicisme un moyen d'être un acteur reconnu du monde atlantique, qui est un monde quand même bâti par les Européens, en tant que dans son unicité, parce que c'est quand même une unicité coloniale de base. Et ça a permis au monarque Congo d'être reconnu en Europe comme un État, notamment dans le cas de parce que les traités là qu'on a vus de 1649 et 1651, c'est les traités qui se passent après les traités de Westphalie, qui marquent le début des relations internationales modernes. Et ces traités-là s'inscrivent dans ce cadre-là, c'est-à-dire que ce traité-là, ça établit la base qu'une nation vaut une nation. Donc, c'est-à-dire que tu sois une cité-État ou que tu sois un empire, et ben ta signature est la même. Et ça, le fait que le Royaume Congo soit reconnu comme un État, de parce qu'il est catholique, entre autres, considéré comme catholique, ça participe à cela. Mais c'est pas la seule raison, parce que Dongo aussi est considéré comme un catholique sur le papier. Ça, on l'oublie. Parce que justement, l'une des raisons du coupure de Dongo du Royaume Congo, c'est que le Ngola, dès 1518, le Ngola, il veut être en contact directement avec les Portugais sans passer par Banza Congo, et il est prêt à se faire baptiser. Sauf que Dongo n'a pas la capacité, la masse critique pour résister aux Portugais. Donc les Portugais, quand ils voient ça, en fait, ils cherchent juste à coloniser et vassaliser. Sauf que le Royaume du Congo a la masse critique pour résister, et donc du coup, il y a un rapport de force. Avec Dongo, il n'y a pas de rapport de force. C'est un écrasement. Parce que même la Rinjinga, elle n'a jamais fait la guerre frontale. Elle a fait la guérilla. La guérilla, c'est la guerre du faible au fort.
émietté, était déjà presque plus existant. Même dans les sources écrites, le nom de Dongo, il s'efface très rapidement. On parle plus que d'Angola. Matamba. Mais c'est surtout Matamba que Matamba. Idjinga, Oui, elle s'est revenue même Matamba, de base, c'est même plus petit et Oui. plus récent que Dongo. Donc, c'est vraiment un sanctuaire qu'elle a conforté, mais voilà, dans sa guérilla. Ça leur donne la légitimité, notamment vis-à-vis des autres Européens, notamment vis-à-vis de l'Église catholique, notamment vis-à-vis de l'Espagne. Parce qu'à un moment, l'Espagne était même en guerre contre le Portugal. Le Portugal a fait une guerre qui s'est terminée dans les années 1600, en même temps qu'ils ont fait la guerre contre les Hollandais, quand la couronne portugaise redevient indépendante de la couronne espagnole. Donc, du coup, le fait de maîtriser ces codes-là ibériques permet de jouer les Européens contre les Européens, dans le cadre notamment de la guerre de 30 ans. C'est pour ça que le Monet Soyo, il est en contact avec des Hollandais qui sont protestants. Si, normalement, dans le cadre, on est en pleine guerre de religion, guerre de 30 ans, c'est pas possible. Mais sauf que lui, en fait, sa religion catholique, c'est une raison d'État. Ça n'empêche pas du tout, au contraire, de commercer avec des protestants qui vont lui vendre des armes, qui vont permettre justement à Soyo de résister aussi bien aux Portugais qu'à Banza Congo, dont il tente de devenir quasiment indépendant.